Je voudrais maintenant appeler à la tribune, si je puis dire, Monsieur Bronner. Voilà, je ne l'avais pas repéré encore, je le cherchais désespérément, il s'était mis au fond, alors qu'il y avait des places réservées. Donc je vais vous laisser monter tranquillement et puis rappeler que vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Je lis mon papier parce que je me trompe toujours, je vous mets dans une autre université en général, donc c'est pas ça. Non, alors. Il ne faut pas faire ça. Membre de l'Académie des technologies, qui a écrit de nombreux bouquins, dont celui qui a attiré notre attention et dont vous trouvez un résumé dans votre dossier, qui est effectivement La pensée extrême ou Comment faire de gens ordinaires des fanatiques. Voilà, je vous cède la parole sans plus tarder. Merci. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, d'abord, merci de votre invitation. Je suis très honoré d'être là pour ce moment symbolique de l'anniversaire de l'ADFI. Dans quelques semaines, vous le savez, nous allons fêter un autre anniversaire, fêter si on peut dire, nous allons plutôt commémorer un autre anniversaire beaucoup plus dramatique, celui-ci, qui est celui des attentats de Charlie Hebdo. Si j'inaugure mon propos par ces attentats qui ont évidemment, à juste titre, marqué très profondément notre pays et je pense l'opinion publique internationale, c'est parce que je crois que ces attentats ont marqué en quelque sorte une relance extrêmement vive dans l'espace public de la préoccupation pour la radicalisation possible des esprits. Alors évidemment, cette radicalisation dont on parle là, c'est la radicalisation djihadiste qu'on connaît, mais dans mon esprit, et on pourra échanger puisqu'il y aura un petit moment de questions, dans mon esprit, les processus de radicalisation qui sont à l'œuvre dans ce type de groupe ne sont pas forcément absolument dissemblables des processus de radicalisation qu'on trouve dans d'autres groupes qu'on a l'habitude d'appeler des sectes. Et ce terme ne me dérange absolument pas. Il y a quelques semaines, justement, dans la foulée, si je puis dire, de cette préoccupation à la fois dans l'espace public et en même temps des pouvoirs publics pour ces questions, je participais à une réunion en compagnie de Thierry Mandon, qui est mon ministre de tutelle, et de Farhad Khosrow-Khavar, dont vous connaissez peut-être le nom, qui est un chercheur, un ami, et qui est un grand spécialiste des questions de radicalisation. Et la question qui nous était posée à Farhad Khosrow-Khavar et à moi-même était « Qu'est-ce que les chercheurs attendent des pouvoirs publics ?» En d'autres termes, ça c'était le versant. L'autre côté de la question, c'était comment faire de la prévention sur les questions de radicalisation. C'est pour ça que j'introduis mon propos par la mémoire de cette réunion. Et ce que je leur ai dit, c'est la chose suivante. Le problème de la radicalisation ou de la pensée extrême est aussi, pas seulement, mais c'est un problème de rareté. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, de cette radicalisation djihadiste en soulignant, et c'est vrai statistiquement, qu'elle concerne plutôt les jeunes, même s'il n'y a pas que des jeunes, mais globalement, la valeur modale statistique est autour de entre 20 et 25 ans. Bon, ce sont des jeunes gens. Bon, vous savez qu'en France, il y a 20 millions de jeunes gens. Alors on a beau s'inquiéter à juste titre du nombre d'individus concernés par cette radicalisation djihadiste, il faut toujours garder à l'esprit pour raisonner méthodiquement sur ces questions que c'est un phénomène socialement extrêmement rare. Bon, alors pourquoi je vous dis ça ? Certainement pas pour vous dire, encore une fois, qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Bien sûr qu'il faut s'en inquiéter. Mais ce problème est un problème du coup très technique pour les pouvoirs publics. Il y a un problème d'allocation de moyens. Pourquoi ? Bien, en d'autres termes, comment détecter la rareté dans un événement massif statistiquement, c'est-à-dire dans 20 millions de personnes, comment être sûr, comment inventer un test de détection ? Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est très important. Il faut savoir que si une personne est dangereuse, par exemple, et qu'elle doit être, en raison de sa dangerosité pour l'ordre public, surveillée par exemple, les services de renseignement, il faut mettre 20 personnes. C'est 20 personnes, m'a-t-on dit. Moi, je ne suis pas spécialiste, je parle éventuellement, c'est des spécialistes dans la salle. Ça me paraît beaucoup, mais ça veut dire 20 personnes. Ça veut dire s'il y a quelques milliers de personnes, ce qui est rien du tout, ce qui est une goutte d'eau parmi les 20 millions qui sont concernées par ce processus de radicalisation, eh bien voilà un problème auquel la France ne peut pas répondre. Pas de façon satisfaisante. Pas si on n'a pas des tests de détection beaucoup plus efficaces que ceux que l'on a. Et le problème des tests de détection, eh bien, c'est qu'ils se heurte en quelque sorte à un problème qui est bien connu en science, qu'on appelle le problème des faux positifs. Dit encore le problème de la négligence des taux de base. Je vous explique, c'est très simple. Supposons qu'il y ait une personne sur 1000 qui soit atteinte d'une maladie dans la population. On va dire que cette maladie est relativement rare. Pas si rare que ça, mais elle est relativement rare, une personne sur 1000. Et supposons que nous ayons un test de détection de cette maladie, que ce soit le HIV, l'hépatite, etc., qui soit fiable à 90%.
Bon, vous faites ce test. Vous êtes déclaré positif. La question que je vous pose, c'est quelle est la probabilité de chance pour que vous soyez vraiment atteint de cette maladie, compte tenu de toutes les données que j'ai mises sur la table? Eh bien, la réponse est très contre-intuitive. La réponse, c'est 2%. Oui. C'est une vérité scandaleuse, mais c'est vrai. Et pourquoi? Pour vous expliquer très très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est tout simplement parce que, comme la maladie est très rare et que le test de détection n'est pas absolument parfait, même s'il est très bon, 90%, eh bien, il va y avoir un grand nombre de faux positifs. Par rapport aux vrais positifs, les faux positifs seront beaucoup plus nombreux. Et par conséquent, la probabilité de chance que vous ayez des faux positifs, elle est très importante. Et voilà le type de problème auquel on peut être confronté quand on parle de la question de la radicalisation. Alors vous voyez, c'est un problème d'ordre technique, et je pense qu'il peut être résolu, entre autres, donc ça c'est un élément de prévention, par un travail extrêmement pluridisciplinaire. Aujourd'hui à Paris 7, puisque j'y suis professeur, nous travaillons avec des physiciens par exemple, précisément qui sont spécialistes de la façon de détecter du signifiant dans un nuage de bruit. Ça, ce sont des modèles que les physiciens savent utiliser, que nous, en sciences sociales, nous ne savons pas parce que nous n'avons pas le niveau mathématique, tout simplement. Ce sont des problèmes qui sont très techniques, qui demandent un haut niveau mathématique, mais il y a des solutions techniques, donc d'une certaine façon. Simplement, il faut que les pouvoirs publics, en effet, encouragent, favorisent un travail pluridisciplinaire, mais pas pluridisciplinaire avec, je veux dire, des sociologues et des juristes. Ça, c'est bien, il faut le faire. Mais il faut aller très, très au-delà dans cette réflexion sur la pluridisciplinarité. Il ne faut carrément pas avoir peur d'associer, encore une fois, des informaticiens, des physiciens, des sociologues et des psychologues entre eux. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans certaines universités. Mais je profite de ce moment pour dire que c'est très dur. Parce que nous sommes, d'une certaine façon, souvent sanctionnés institutionnellement pour ça. Nous avons beaucoup de mal à faire reconnaître nos travaux parce qu'ils sont pluridisciplinaires. Bon, encore que moi, je ne suis pas tellement à plaindre. Alors, le phénomène de la rareté, qui est donc une problématique essentielle pour la question de la prévention, c'est un phénomène que les groupes sectaires et que les groupes extrémistes connaissent bien. Eux aussi sont confrontés au problème de la rareté, notamment pour leur recrutement. Comment recruter, sachant que la proposition intellectuelle qu'ils font, elle va être, heureusement d'ailleurs, majoritairement repoussée par la plupart de nos concitoyens. Mais ils savent qu'il va y avoir un gros taux de déchets. Alors il y a plusieurs techniques, évidemment. On peut faire du porte-à-porte, par exemple, comme les témoins de Jéhovah. On sait que la porte va se refermer 99 fois, mais il suffit qu'elle reste ouverte une fois, et ça devient intéressant. Alors évidemment, dans ce contexte, il y a quelque chose qui est très favorable à la pensée extrême, à la radicalité mentale, quelles que soient ses expressions, c'est la dérégulation du marché de l'information que constitue Internet. Internet, c'est un outil absolument formidable, mais en l'occurrence, et sans évidemment que les promoteurs d'Internet ne puissent être accusés de savonner la pente de la radicalité, mais c'est un effet qu'on appelle en sciences sociales un effet émergent, c'est-à-dire un effet souhaité par personne, mais pourtant un effet réel. Et pourquoi est-ce qu'Internet peut favoriser, entre autres, le prosélytisme radical? Tout simplement parce qu'elle fluidifie les liens sociaux. C'est-à-dire qu'auparavant, la radicalité était confrontée à déjà un obstacle géographique. Combien dans ma ville ou dans un village de 200 habitants, par exemple, quelle est la probabilité que j'arrive à trouver un camarade qui croit que mon gourou est capable de faire léviter des éléphants? C'est une proposition relativement spectaculaire. Il n'est pas évident de convaincre quelqu'un qu'on est capable de faire léviter des éléphants. Bon. Mais évidemment, parmi 200 personnes, la probabilité elle est faible. Parmi 2000, elle est un peu plus importante. Parmi 200 000, elle est plus importante. 2 millions, elle est beaucoup plus importante, évidemment. Mais comment les trouver? Donc c'était extrêmement chronophage. C'est le porte-à-porte, on fait des conférences. Et il y a un énorme, il y a un énorme déchet. Or, Internet permet de s'affranchir de ces obstacles géographiques et permet aux radicaux de se réunir très facilement sur la base d'un certain nombre de thèmes qui les intéressent. Parce qu'il y a effectivement, j'y reviendrai, des thèmes d'entrée dans la pensée extrême, dans la pensée radicale. On ne commence pas à croire, par exemple, qu'un individu est capable de faire léviter des éléphants. Ça, c'est la fin de la chaîne. Généralement, les sectes, et d'ailleurs toute la pensée extrême, protègent volontairement ou non des conclusions de ces raisonnements. On ne rentre pas en acceptant les conclusions de ce raisonnement. On rentre en acceptant les premières marches qui sont souvent toutes petites de la pensée extrême. On peut quasiment même donner un chiffre pour cette fluidification, vous savez, des liens sociaux, pour le meilleur comme pour le pire. Milgram, un psychologue célèbre, avait dit qu'il y avait 6 degrés de séparation.
Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que 6 degrés de séparation, par exemple, moi, là, j'ai vu Monsieur Vaillant, il est parti, Monsieur Vaillant, ça, il avait une réunion, mais Monsieur Vaillant connaît Monsieur Hollande, donc je connais Monsieur Hollande. Hein. Là, il y a carrément 2 degrés de séparation, c'est très court. Bon. Il y a moins de degrés de séparation quand les gens sont très connus, mais combien de degrés de séparation pour Monsieur Trucmuche qui habite à Dijon, par exemple? Bon, il y a des expérimentations qui ont été faites. On vous donne une lettre, une enveloppe, vous postez cette enveloppe à quelqu'un que vous connaissez, mais qui connaît peut-être Monsieur Trucmuche, parce que vous ne le connaissez pas. Peut-être vous allez prendre par exemple quelqu'un que vous connaissez qui habite près de Dijon. Vous direz, il a plus de chances de connaître Monsieur Trucmuche. Et la question est, au bout de combien d'intermédiaires cette lettre arrive à Monsieur Trucmuche, que je ne connais pas? Eh bien, effectivement, en moyenne, dans un espace national, entre 6 et 7. Eh bien, aujourd'hui, grâce à Facebook, le degré de séparation n'est plus de 6 ou de 7, il est de 4,74. C'est une façon tangible de vous montrer que, pour le meilleur aussi, ne l'oubliez pas, mais aussi pour le pire, les réseaux sociaux et la dérégulation du marché de l'information constituent une fluidification des liens sociaux qui est favorable à bien des choses, mais qui est favorable en particulier à la détection de la rareté. Alors, pour le pire, quand il s'agit de la pensée extrême, mais n'oubliez pas aussi que ça peut être pour le meilleur. Par exemple, on peut détecter des symptômes rares d'une maladie. Il y a certains progrès thérapeutiques qui ont été faits parce qu'on a détecté des symptômes d'une maladie orpheline, par exemple, assez rare et qui étaient répartis sur la planète. Et donc, on a pu agréger ces témoignages et avoir une base de données pour réfléchir. Donc, en fait, les entreprises extrémistes savent tirer depuis longtemps du profit du principe de rareté. Comme elles sont confrontées plus que n'importe quelle autre entreprise à la question de la rareté, elles ont beaucoup investi, vous le savez, c'est pas devant la DFI et devant la Miviludes que je vais apprendre quoi que ce soit, elles ont beaucoup tiré parti de techniques de communication. Elles sont passées assez maîtres, il ne faut surtout pas sous-estimer les techniques de communication qu'elles utilisent, et j'y reviendrai, il ne faut pas se tromper juste du coup dans le diagnostic qu'il y a à faire concernant la prévention. Elles sont passées maîtres dans ces questions, et puisque je parlais du terrorisme islamiste, sachez par exemple que Al-Qaïda, l'ancêtre d'Al-Qaïda est né en 1984, et c'était une agence qui s'appelait le Bureau des services, qui a été créée par Oussama Ben Laden et Abdallah Azzam, et Oussama Ben Laden ont fait en fait une instance de communication. Ils ont enregistré des cassettes VHS, etc., avec de la propagande. Donc déjà, vous voyez, l'origine de cela, c'était avant tout, d'abord la communication. Alors, certains d'ailleurs, entre parenthèses, ont su prendre le tournant numérique, certains groupes sectaires, et d'autres moins. Ce qui peut être relativement une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut combattre un certain nombre de groupes sur le plan de la communication. J'ai l'impression que je ne suis pas spécialiste de cette question, là aussi vous pourrez m'éclairer, mais j'ai cru comprendre que la scientologie, par exemple, n'avait pas bien pris le tournant d'Internet, qu'elle avait perdu beaucoup et qu'elle s'était fait beaucoup attaquer, notamment par des ex-adeptes dont les blogs arrivent en premier quand vous tapez scientologie. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que sur le marché de l'information, la structuration va vous offrir d'abord des contre-argumentaires plutôt que des argumentaires favorables. Donc ça, c'est un outil aussi qu'il faut avoir en tête pour la question de la prévention. Alors, évidemment, même s'il faut tenir compte du nouveau contexte du marché de l'information pour la radicalité, parce que moi je considère que la radicalisation mentale, c'est un phénomène socio-cognitif, mais cognitif aussi. Et comme il est socio-cognitif, il s'adosse à des phénomènes de diffusion de l'information. Donc il est évident que les modifications du marché de l'information vont impacter très fortement tous les sujets qui nous intéressent. Mais pour autant, il ne faut pas oublier d'autres anciennes considérations. Et en particulier la question, je le disais tout à l'heure, du diagnostic que l'on fait. Parce que si on se trompe de diagnostic, alors déjà, tous les moyens qu'on met dans la prévention sont un égarement. Le diagnostic, j'y insiste parce que souvent, j'ai parlé tout à l'heure du gourou qui faisait léviter des éléphants, enfin qui prétendait le faire. Moi, je ne l'ai pas vu, j'ai été dans cette secte pendant 1 an, en tant que sociologue, rassurez-vous, pas en tant que membre de la secte. J'ai observé la secte de l'intérieur pendant 1 an, j'ai mouillé la chemise, comme je le dis souvent, parce qu'il courait le marathon. C'est une secte qui s'appelle Sri Chinmoy, la secte Sri Chinmoy internationale. C'est un peu un truc de bouddhiste, c'est un ancien disciple de la Sri Aurobindo. Et il pratiquait aussi la course. Donc il fallait courir et méditer, Bref. Et le gourou était censé faire léviter des éléphants. Ce qui est complètement fou comme proposition. Mais je vous assure, pour avoir vécu avec eux en quelque sorte pendant 1 an, ces gens-là n'étaient pas fous.
Et je tiens à le dire très fermement, non seulement ils n'étaient pas fous, mais ils n'étaient pas bêtes non plus, ils n'étaient pas stupides, ils n'étaient pas plus bêtes que moi. Ok, ils adhéraient à une idée qui était folle, mais si je jugeais leur idée sur la conclusion de leur processus socio-cognitif, alors je me trompais complètement, parce que cette conclusion, elle me donnait une impression d'irrationalité. L'intuition que j'ai quand je vois quelqu'un qui croit qu'un individu se bat contre des lémuriens la nuit et on en abat des milliards, ou qu'il est capable de traverser les murs et qu'on me signe un contrat de travail pour 1 milliard d'années, ou etc. Quand je lis ça, je souris, ça me fait rire et je me dis, ils sont fadas. Bon, alors une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai eu cette première intuition, il faut passer cette première intuition, parce que c'est statistiquement faux. Voilà. Les membres qui appartiennent à des groupes sectaires, je le dis très fermement, parce qu'on a un certain nombre de données là-dessus, les membres qui s'abandonnent au terrorisme, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou le terrorisme islamiste, retenez bien qu'en moyenne, même si les choses sont peut-être en train de changer un peu concernant le terrorisme islamiste, puisque c'est une idéologie, donc elle se diffuse dans toutes les couches de la société, mais généralement, ça commence par les couches, disons, supérieures. C'est-à-dire qu'en moyenne, ces idéologies, elles sont portées par des gens qui ont un niveau d'études assez souvent assez bon, voire supérieur à la moyenne nationale, et qui ne viennent pas forcément de milieux sociaux défavorisés. Donc ça, c'est vrai pour la pensée extrême, quel que soit, même si, encore une fois, il y a plein de contre-exemples récents, et ça, si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Mais il ne faut pas oublier ça, parce que sinon, on pense qu'il faut traiter ça comme une expression de la psychopathologie. Et c'est vrai, hein, il y a une part de psychopathologie parmi les membres de cette secte ou parmi les terroristes, mais ce n'est pas ce qui les caractérise. Et si la réponse qu'on a apposée à ces mouvements, c'est une réponse d'ordre psychiatrique, il en faut des psychiatres à côté de nous, bien sûr, mais si la réponse maximale, c'est la réponse psychiatrique, alors, à mon avis, on se trompe. Et donc, ne pas oublier ça. Je reviens sur les nouvelles conditions du marché de l'information, ces nouvelles conditions de la dérégulation du marché de l'information. Pourquoi je parle de dérégulation du marché de l'information ? Tout simplement parce qu'auparavant, le marché de l'information était encadré, comme un marché économique peut être régulé, si vous voulez, par un pouvoir public. Là, il était encadré, par exemple, par les journalistes, par ceux qu'on appelle les gatekeepers, les responsables d'associations, ou les universitaires comme moi, qui étaient habilités à parler dans l'espace public, ou en tout cas considérés comme légitimes. Ce n'était pas forcément juste, effectivement, donc certains voient d'un bon œil et avec plein de bons arguments, à juste titre, cette dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire la possibilité pour tous de verser dans l'espace public une information. Certains ont même cru, je me rappelle de textes de l'UNESCO, que ça allait être favorable à l'avènement des sociétés de la connaissance. Bon, c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La démocratie des crédules ». C'est un peu pour répondre à cet espoir, que j'aurais bien aimé partager aussi, qui est sympathique, mais qui n'est pas très descriptif de ce qu'on observe. Et pourquoi c'est pas descriptif ? Tout simplement parce que Internet, c'est une drôle de démocratie. Si on veut, c'est une démocratisation, mais c'est une drôle de démocratie parce que certains votent 1000 fois et d'autres ne votent jamais. Et en d'autres termes, qui vote le plus ? Eh bien, ceux qui sont le plus motivés à le faire, ceux qui ont une grande motivation à s'exprimer dans l'espace public. Et parmi eux, pas seulement, mais parmi eux, on trouve les militants, les porteurs, qui ne sont pas forcément les mêmes bien sûr, les porteurs de pensée radicale, extrême, qui veulent faire entendre leurs paroles, d'autant plus qu'ils sont souvent tout seuls, éventuellement, parce qu'il y a un problème de rareté. Donc ils se voient entre eux, Internet leur permet plus facilement de s'agréger entre eux, et en plus ils sont porteurs d'un prosélytisme, et donc ils ont envie de faire connaître leur idée, en croyant évidemment faire le bien et le vrai. On n'est pas face à des gens qui sont méchants ou idiots, ils sont persuadés d'être porteurs d'une forme de vérité, vous le savez bien. Donc les croyants sont plus motivés. Et je l'ai dit plusieurs fois, je le rappelle très rapidement, si vous utilisez le moteur de recherche Google, vous prenez les 30 premiers sites, vous verrez que sur des thèmes comme l'astrologie, le monstre du Loch Ness, toutes sortes de croyances loufoques, ou des croyances technophobiques, des croyances concernant la santé, par exemple, les vaccins, etc., vous verrez apparaître dans les premiers rangs et dans les 30 premiers sites, parce qu'on ne va pas au-delà généralement, vous aurez en moyenne 60 à 70% des sites qui sont favorables à toutes sortes de croyances. Et cela, c'est dû à la motivation globale je ne rentre pas dans le détail de PageRank, qui est l'algorithme qui règle Google, pareil, on pourra en parler si vous voulez, mais c'est une des conséquences de la motivation plus grande, et surtout, et ça c'est un autre aspect de la prévention, même si vous êtes, je suis mal placé ici, parce que je sais qu'ici vous êtes motivé, mais grosso modo, c'est évidemment quelque chose qui profite de l'apathie des gens de raison et des gens de bien. Toute dictature, tout despotisme, quel qu'il soit, c'est profiter de l'apathie des gens de bien. C'est-à-dire qu'ils laissent faire, qu'ils disent ce sont des fadas. Justement, ce sont des fadas. Donc en fait, il n'y a rien à dire face à l'irrationalité, il n'y a pas à argumenter. On peut laisser courir les choses. Alors,
Le problème, c'est que, eh bien, SM dans l'espace public toutes sortes d'items. C'est pas forcément favorable comme ça aux témoins de Jéhovah ou aux raéliens, etc. Mais en revanche, il y a certains thèmes qui sont favorables. Par exemple, la méfiance face à une certaine médecine qu'on trouve chez les témoins de Jéhovah et dans combien de groupes sectaires. Eh bien, cette méfiance-là, elle se diffuse. Elle vient pas forcément des groupes sectaires entre parenthèses, mais ils peuvent en profiter, puisque eux proposent une théorie complète et homogène qui rend compte de la méfiance d'un certain nombre de nos contemporains pour l'expertise scientifique, pour la médecine, etc., etc., qui pensent que l'industrie marche main dans la main avec la science, et pourquoi pas, on peut mettre les Illuminati et des choses comme ça. Si je parle de la théorie du complot, c'est parce que la théorie du complot, qui était confinée aussi dans des espaces de radicalité il n'y a pas si longtemps, a essaimé très largement dans les opinions publiques, avec un certain nombre de sondages. On pense qu'on veut des sondages, mais quand ils sont récurrents sur une question, on s'aperçoit tout de même qu'il y a des thèmes loufoques comme celui des Illuminati qui arrivent à conquérir une partie de l'opinion publique, et ça c'est aussi important car il vient d'être démontré récemment. Il y a un article qui fait la méta-analyse sur ces questions et qui démontre qu'il y a une corrélation très forte entre l'extrémisme et la théorie du complot. Alors l'œuf ou la poule, ça je ne saurais pas vous dire. Est-ce qu'on est d'abord extrémiste et on va vers les théories du complot, ou l'inverse? J'ai plutôt l'idée que la théorie du complot est un de ces marchepieds de la pensée extrême, justement. On commence à se dire, non mais on nous ment quand même. Ce qui est vrai d'ailleurs, il arrive qu'on nous mente. Je veux dire, est-ce que François Hollande a rencontré Lucette totalement par hasard, par exemple, oui. Bon, c'est vrai, évidemment, mais tout ça fait du mal. Parce qu'en fait, en réalité, c'est totalement anodin, cette question. La communication politique n'existe pas d'aujourd'hui. Mais par contre, il y a une visibilité qui est donnée au moindre fait, et qui fait que nos contemporains ont de plus en plus l'impression, là aussi, il y a des sondages extrêmement effrayants sur ce point. Et par ailleurs, leur message à la pensée extrême, ces messages bénéficient de ce que j'appelle la démagogie cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, ils surfent sur les pentes les moins honorables de notre esprit, sur plein de biais de raisonnement, etc., mais qui paraissent vrais. C'est le vraisemblable qui l'emporte sur le vrai. Alors évidemment, ça ne profite pas immédiatement à ces groupes sectaires, mais encore une fois, ils pourront faire la vendange à un moment donné, et ils le font. Alors, par contre, c'est peut-être pas les groupes sectaires qu'on croit. Là aussi, il y a des sectes qui sont polymorphes aujourd'hui. Enfin, il y a des groupes radicaux qui sont polymorphes. Est-ce qu'il faut classer égalité-réconciliation dans une logique sectaire, à partir du moment où on sait que ces gens harcèlent volontiers leurs contradicteurs ou des gens, les conspirationnistes du 11 septembre, etc., etc. Je pense que ce sont des réflexions qui sont en devenir. Leur message donc est viral. Leur message est viral aussi, soit parce qu'ils surfent sur les pentes les moins honorables, soit parce qu'ils choquent. Par exemple, c'est typiquement la stratégie gagnante qu'a utilisée Daesh jusqu'à présent. Ils font des vidéos totalement horribles, nous ne voulons pas les voir ou nous voulons les voir. Les médias disent qu'ils ne vont pas les montrer, mais ils en parlent, etc., etc. Et je comprends. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est dans une économie de l'information qui est extrêmement concurrentielle. Et donc un message comme celui-ci représente une plus-value extrêmement juteuse, même avec des acteurs plus ou moins vertueux. Je ne les accuse pas de tous les vices en l'occurrence, mais si le collègue en parle, je suis obligé d'en parler moi-même, etc., etc. Et sur les réseaux sociaux, on en parle pour dénoncer, mais on en parle quand même. Bref, d'une façon ou d'une autre, ça nourrit la bête, d'une certaine façon. Donc, et ça, je pense que c'est pas du tout par hasard, c'est évidemment une stratégie totalement délibérée de la part de Daesh, puisque le terrorisme consiste à quoi ? En fait, le terrorisme, ça consiste à vous faire croire que ce qui est visible est représentatif. Et c'est comme ça que vous avez peur, vous vous croyez en danger. Par exemple, vous dites, je vais renoncer à aller en vacances en Tunisie, à cause du dernier attentat. Et vous prenez votre voiture du nord de la France pour aller dans le sud. C'est bien plus dangereux en termes de statistiques. Mais peu importe, car votre esprit va avoir été éduqué d'une certaine façon à croire que l'un est plus dangereux que l'autre, contrairement à la vérité statistique. Tout simplement parce qu'ils ont réussi à rendre leur message visible, et que cette visibilité, vous la confondez, et je la confonds aussi, avec la représentativité. Voilà toute la logique dont peuvent jouir la pensée extrême sur ces questions. Alors quelle est la réponse face à ça ? Je pense que il y a plusieurs types de réponses. Je vais conclure là-dessus. J'ai peut-être été un peu long. Je vais conclure là-dessus. Un type de réponse qui a été donné, c'est des lois, c'est de promulguer des lois dont on a dit qu'elles étaient liberticides, et on peut dire qu'elles, effectivement, sont des enfreintes à la liberté publique d'expression, bien sûr. Elles sont
nécessaire ou pas nécessaire, je ne tranche pas sur cette question, d'autant qu'à mon avis, la réponse est double. Mais quand même, je vais répondre là-dessus. Vous savez, donc, il y a eu des lois en France. Par exemple, on peut maintenant fermer un site comme ça. Voilà. Et est-ce que c'est utile, pas utile ? C'est pas évident parce que ces sites sont métastatiques. Donc en fait, vous coupez une tête et il y en a plusieurs qui apparaissent. Bon, c'est le jeu de la taupe. Vous savez, quand vous tapez une taupe là dans la fête foraine avec un marteau, et il y en a une autre qui apparaît. C'est pas si clair que ça en réalité. C'est pour ça que mon point de vue est mitigé. J'ai vraiment pas de religion, si vous me permettez l'expression, sur cette question, parce qu'en réalité, je pense que quelques fois c'est inefficace et quelques autres fois c'est efficace. Par exemple, Twitter a fermé un certain nombre de comptes et apparemment ça a déstabilisé la communication de Daesh pendant un long moment. Donc, ça c'est ambigu, à tel point d'ailleurs que vous savez, le président de Twitter a été menacé de mort par Daesh. Donc, ça a dû quand même les embêter. En même temps, vous savez que la loi qui a été proposée en France ne permet pas évidemment de fermer, enfin elle permet en principe de fermer Facebook ou Twitter, mais vous imaginez que, parce qu'elle ne permet pas de fermer une page, elle permet de fermer un site. On n'imagine pas le pouvoir public en France dire à Twitter c'est fini, ou à Facebook c'est fini, c'est juste inimaginable. Donc en fait, il y a peut-être un problème de dimension de cette loi, mais bon, peut-être qu'il faudrait y réfléchir, mais je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Alors, c'est tellement important, c'est Facebook, etc., que vous savez peut-être que Bernard Cazeneuve s'est déplacé en février 2015 pour aller voir les gens de Twitter et Facebook pour leur dire, bon, il faut faire quelque chose. Eh bien, il n'a pas été reçu par les présidents. C'est vous dire la puissance en même temps. Ils n'ont pas reçu notre ministre Bernard Cazeneuve. Et d'un autre côté, pourquoi les Facebook et Twitter réagissent comme ça ? Parce qu'ils ont été un peu échaudés à cause de l'affaire Snowden notamment, vous avez peut-être ça en tête. Et ils ne veulent pas non plus passer pour des collaborateurs des services secrets. Donc ils ont fait un peu marche arrière, mais d'un autre côté en ce moment, ils sont en train de se dire, notamment avec les attentats de Charlie Hebdo, etc., qu'il y a un problème. Donc ils sont un peu entre deux eaux, mais en revanche, puis il y a une culture aussi qui est plus anglo-saxonne que la nôtre, sur la liberté d'expression non encadrée, on va dire. Mais en revanche, du coup, ils sont très favorables à aider, et ils sont très ouverts, si j'ai bien compris, à aider le contre-discours. Et c'est de ça dont il faut profiter, c'est-à-dire leur volonté d'aider le contre-discours. Et des acteurs du contre-discours, de la pensée méthodique, de la pensée critique, il y en a. Il y en a ici en France, il y en a même ici dans cette salle, puisqu'il y a Richard, mon voisin, qui est là, dont je salue le travail, mais j'en dis pas un mot, puisqu'il viendra parler tout à l'heure. Il y a aussi Thomas Durand, qui est là, et il y en a d'autres sans doute que je ne connais pas, qui est un des animateurs d'une petite chaîne que je vous conseille, qui s'appelle La Tronche en Biais, et qui de façon humoristique, justement la question du biais cognitif, je suppose, et nous donne ce jeu de mots, et de façon assez humoristique, diffuse des messages qui peuvent être viraux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, la contre-argumentation, elle peut être virale, et je pense qu'on arrive à un moment de saturation dans l'espace public. Nos concitoyens en ont un peu marre, mais il faut les aider, il faut leur donner des armes un peu rigolotes, pas trop compliquées, pour pouvoir répondre pied à pied avec cette diffusion d'âneries qu'on trouve dans l'espace public. Et il y a d'ailleurs des initiatives de ce type au niveau international, y compris sur le djihadisme. Par exemple, il y a un petit dessin animé qui s'appelle Abdullah X et qui répond à toutes les questions qu'un jeune musulman peut se poser. Par exemple, qu'est-ce que c'est le djihad et tout, de façon assez humoristique mais assez percutante. Ça fonctionne pas mal. Alors, évidemment, un des autres enjeux, et vraiment je terminerai là-dessus, c'est parce qu'on peut tous être... moi, j'appelle à une forme de nouvelle militance, mais vous êtes militant, donc encore une fois, mon message ne s'adresse pas aux bonnes personnes, à une forme de nouvelle militance. Si chacun consacrait ne serait-ce que quelques minutes à aller argumenter sur les forums, sur les réseaux sociaux, ne laisser rien passer, on ne laisserait pas la politique de la chaise vide. Parce que les gens dont on parle, ils ne sont pas si nombreux que ça. Simplement, encore une fois, ils comptent sur l'apathie des gens raisonnables. Le deuxième point qui est très inquiétant et qu'il faut vraiment bien regarder, c'est la question de l'éducation nationale. La question de l'éducation nationale, je pense qu'il ne faut rien laisser passer. Il ne faut pas laisser passer d'ambiguïté sur ce point, parce que disons que la question est trop sensible. Je pense par exemple à l'enseignement de la théorie de l'évolution, ou des choses comme ça, sur lesquelles, à mon avis, il ne faut absolument rien céder. C'est-à-dire que, sans utiliser, j'espère, des métaphores trop belliqueuses, il faut bien comprendre qu'on est quand même dans une situation qui est dangereuse pour nos démocraties. Voilà, je vous remercie.